une mission qui était trop courte par rapport au sujet qui est très vaste et qui en fait impacte au-delà même du champ du travail toute la société et tout notre modèle de société. Et d'ailleurs, l'intérêt de ce rapport, c'est qu'il met bien en avant que le numérique ne doit pas être un prétexte à remettre en cause notre modèle social. Il faut se rappeler que à la précédente crise en 2007-2008, crise mondiale, c'est le système de protection sociale français qui a permis à la France de mieux résister à la crise par rapport aux autres pays européens qui avaient un système de protection sociale qui était moins développé. Donc ça, je pense que c'est un axe fort du rapport que Bruno Mittling a clairement écrit dans le rapport et sur lequel, nous en tout cas, on partage complètement cette approche. Ce qui veut dire qu'à partir de là, effectivement, il faut voir comment on va construire cette mutation qui est très importante et qui ne doit pas exonérer le pouvoir politique de ses responsabilités. On a tendance à évacuer derrière la technique et les évolutions des sciences et techniques la responsabilité du pouvoir politique. Et là, complètement, le mode de gouvernance doit être clairement... les choix qui vont être faits en termes de mode de gouvernance doivent être clairement soulignés. Au sein des entreprises, c'est la même chose. Il va y avoir la façon de construire cette transformation numérique. D'ailleurs, la plupart des grandes entreprises aujourd'hui ont nommé le monsieur ou madame transformation numérique. Et donc, à partir de là, on voit bien que ce sont des projets phares qui vont être construits au sein des entreprises. Et la question du degré d'acceptabilité des solutions par les personnels de ces entreprises vont être fonction de la qualité des relations sociales dans ces entreprises et dans ceux qui pourra être co-construits, co-innovés, comme Ziryad l'a présenté tout à l'heure dans son introduction. Le numérique offre la possibilité d'être sur un mode collaboratif comme jamais ça a été le cas peut-être. Et donc à partir de là, la question c'est de se saisir de ces opportunités pour construire un dialogue social intelligent qui permette d'avancer dans le bon sens et mettre les sciences et techniques au service du mieux-être social et du mieux-être au travail. Dans la question du droit à la déconnexion, c'est un sujet que nous avons lancé en septembre 2014 suite en fait à un sondage via Voice que nous avions commandé et qui faisait état d'une forte charge de travail et une durée hebdomadaire de temps de travail qui dépassait largement ce qu'on pense, puisque sur les cadres, rapidement, on est à 44,6 heures hebdomadaires et 46,6 heures hebdomadaires de temps de travail réel pour les forfaits jours. Donc c'est 46,6, 2 heures de plus par semaine pour ceux qui sont en forfait jour. Il s'agit de moyenne, ce qui veut dire qu'on peut aller au-delà. Donc il est clair que cette question de droit à la déconnexion, elle peut être effective qu'à partir du moment où la charge de travail est en rapport avec le travail qui a effectué et les moyens dont on dispose pour effectuer ce travail, y compris la qualité attendue au niveau du résultat du travail. Le mode de fonctionnement, aujourd'hui, c'est beaucoup mode projet avec un délai. Si on n'examine pas correctement cette question de la charge de travail, on va avoir des problèmes pour assurer la déconnexion effective. La déconnexion, c'est pas seulement la déconnexion matérielle, c'est pas seulement couper son téléphone ou couper son ordinateur et ses messages. La déconnexion, c'est aussi la déconnexion mentale. Un individu, il a besoin de pouvoir disposer de temps de repos et de pouvoir disposer d'un temps pour se reposer effectivement et pas être toujours en prise avec des problématiques. J'ai discuté récemment avec une CADSUP qui me disait je fais gaffe quand j'envoie des messages à mes collaborateurs parce que je sais qu'avec un message, je peux leur pourrir la nuit. Un message reçu à 21h qui va perturber le collaborateur, ça va l'empêcher de dormir correctement et puis le matin d'être opérationnel au travail. Donc il y a là clairement une responsabilité qui a pointé à la fois au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du management. Donc ça, c'est une prise de conscience et une culture qui doit exister dans l'entreprise. Mais en même temps, on ne pourra pas évacuer le fait que si la charge de travail est excessive, le droit à la déconnexion ne pourra pas être effectif.
Et donc, par rapport à ça, il y a besoin, comme le rapport Mittling d'ailleurs le souligne, hein, d'ajouter, ou plus exactement de complémenter la notion de durée du temps de travail par la notion de charge de travail. Les deux en complément, pour avoir une mesure effective de ce que représente le travail qui est demandé avec les moyens dont on dispose et les délais qui sont impartis. Tout ça forme un tout et renvoie à l'organisation du travail, aux nouvelles formes d'organisation du travail qui pourraient être, qui doivent être construites, comme je l'ai dit précédemment, dans un système de relations sociales qui permet à toutes les parties d'amener ce qu'elles ont à dire. Il faut construire ça, ces nouvelles organisations du travail, à partir de la réalité du travail. Et donc pas être sur une vision déconnectée. Ça me fait penser au management désincarné de Marie-Anne Dujarrier, le bouquin qu'elle a écrit récemment. Elle a participé à un débat sur le management au siège de la CGT, où justement elle nous expliquait la différence entre les planeurs et puis les opérationnels. Ceux qui sont dans les directions et qui distillent la stratégie, mais en étant coupés des réalités du terrain. On ne pourra pas réussir la transformation numérique sans le management de proximité et sans tenir compte de ce qu'est la réalité et des conditions d'exercice réel du travail. Et par rapport à ça, ces nouvelles configurations, il faut les co-construire. On est dans la logique numérique qui permet justement une plus forte collaboration, une plus forte co-innovation, une plus forte co-construction des évolutions en cours qui sont étroitement liées à la transformation numérique. La question, c'est de savoir quel dialogue social on veut construire. Hein. Après, je veux dire, c'est à la fois l'intérêt d'une entreprise et l'intérêt des organisations syndicales de faire en sorte que les évolutions aillent dans l'intérêt mutuel des uns. Enfin, la viabilité de l'entreprise, elle est défendue par les salariés et par les organisations syndicales. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail. Donc à partir de là, il faudrait regarder aussi, la CGT mène la campagne sur le coût du capital, il faudrait voir aussi ce que représente la charge que représente pour les entreprises le fait de devoir verser des dividendes et puis avoir le cours de l'action qui détermine toute la stratégie de l'entreprise. L'entreprise, c'est d'abord une communauté de travail. Donc à partir de là, voir comment on défend cette communauté de travail. Et ça, c'est à la fois l'intérêt de l'entreprise pour sa viabilité économique et sa durabilité dans le temps, ce qui nécessite des investissements et puis faire en sorte qu'il y ait des projets qui voient le jour et qui permettent à l'entreprise toujours d'innover, toujours d'être à la pointe. Et en même temps, ça va dans le sens aussi de permettre aux salariés d'avoir un travail plus intéressant et d'avoir une formation toujours, et avec le numérique, ça va se poser de plus en plus. Hein. La question de la formation, c'est une question qu'il faudra se poser au jour le jour, parce que les évolutions vont être tellement rapides que pour être toujours au fait et en pointe sur le domaine d'activité, on sait que 42% des métiers vont être impactés. S'il n'y a pas un effort de formation, c'est d'ailleurs souligné dans le rapport Mittling, conséquent comme jamais on a eu sur la formation, on ne va pas pouvoir suivre les évolutions. Hein. Donc ça, c'est central, c'est nécessaire. Après, nous, je dirais qu'on n'a peur de rien. On est en contact avec IG Metall, qui avait d'ailleurs participé à un événement national il y a de ça 1 an à peu près qu'on avait tenu à Paris sur le numérique. IG Metall a déjà exploité des plateformes qui permettent de noter les employeurs pour les travailleurs indépendants. Hein. Donc ça, c'est en réflexion, c'est des choses qui peuvent être faites. L'e-réputation, c'est quelque chose de très important pour les entreprises. Donc on a des moyens, de toute façon, d'agir aussi dans ce sens. Après, concernant les réseaux sociaux, il y a déjà 3 ans, on avait organisé un rassemblement avec l'UNEF devant la Sorbonne par rapport aux droits des étudiants et par rapport aux mobilisations qu'on organisait. Et puis, dernier élément d'actualité, pour ne pas être trop long, même si, la communication, ça fait longtemps qu'on y travaille à l'UGICT là-dessus. Dernier élément, c'est la pétition Goodyear qui est dans l'actualité. En quelques jours, on a rassemblé plus de 100 000 signatures pour défendre les Goodyear. Donc, vous voyez, c'est pas une forme... on a tendance à vouloir montrer le syndicalisme comme étant ringard et toujours en retard. Mais en fait, c'est aussi une fausse image qui est cultivée. Parce qu'on sait aussi rebondir et on sait aussi
s'adapter à l'évolution du monde du travail. De toute façon, notre vocation, c'est de défendre les intérêts de ceux qui travaillent, qu'ils soient salariés, qu'ils soient indépendants, quel que soit leur statut. C'est pour ça qu'on existe. Merci.